suis Rémi Perroni, le président et le fondateur de Kaeli Energy. Moi j'aime bien dire qu'on fait de la clim sans la clim. Ça c'est une proposition de valeur qui est pas très technique et plutôt à l'égard des gens non initiés. Pour des publics techniques, en fait, on fait de l'adiabatique. On a une évolution d'adiabatique, on amène une performance en termes de thermique et d'énergétique qui n'est pas connue sur l'adiabatique. On fait ce qu'on appelle de l'adiabatique à point de rosée. Alors je commence par enfoncer une porte ouverte. Ce graphique, je pense que vous le connaissez sans doute, c'est un graphique de Météo France qui présente les canicules passées, futures, dans la zone face en Paris, Paris intramuros. En jaune ce qui s'est passé, en rouge ce qui est en train de se passer, en violet ce qui va se passer. Plus on est en haut, plus il fait chaud, plus on est à droite, plus ça dure longtemps. Voilà, il fait chaud aujourd'hui, il fera chaud demain, donc il n'y a pas vraiment d'informations que, enfin, en tout cas vous le savez probablement. Mais ce qui est intéressant, c'est de lier en fait cette tendance climatique à une tendance sociétale d'abord. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une bonne majorité des Français qui finalement sont bien contents d'utiliser la clim, le bénéfice, mais qui n'ont pas qu'une certaine honte, le terme est fort, mais en tout cas qui n'en sont pas fiers. Quasiment 60% des Français qui préfèrent avoir chaud qu'utiliser la climatisation, et 1 sur 2 qui éprouvent un sentiment de culpabilité à l'usage de la climatisation. Donc ça c'est fort, c'est assez fort, et associé à cette tendance sociétale, en fait il y a des vraies tendances réglementaires que vous connaissez aussi très probablement. La RE 2020 est particulièrement défavorable à l'installation de climatisation dans de nouveaux projets. Et la F-Gaz, qui est le boss de fin là, sur la climatisation, en fait, est en train d'interdire 99% du marché à l'horizon 2027. Donc l'ensemble des fluides que vous connaissez sans doute, typiquement le R32 qui était présenté comme un fluide de transition écologique, lui sera interdit à la vente en 2027. Donc les choses changent. La climatisation ne va pas mourir. Par contre, la climatisation telle qu'on la connaît va évoluer et mettre un système, notamment au propane, au R290 en ERP, ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on imagine. Concrètement, nous, notre proposition de valeur, elle est plutôt simple, elle découle de ce constat-là. En fait, on fait du froid à pas cher en énergie, à pas cher en carbone. On présente un impact environnemental qui est plutôt chouette. Hein. On n'a aucun fluide frigorigène, donc je le disais. On n'a pas de rejet de chaleur à l'extérieur. Pour quantifier ça, je ne parle pas dans ces slides-là, mais on a fait des ACV et on montre qu'on divise par 80% en fait, l'impact carbone de la climatisation à usage équivalent. On travaille à très forte efficacité énergétique. On divise par un facteur 5 la consommation d'énergie, sur lequel je reviendrai. Le COP, on a des COP qui sont largement meilleurs sur une climatisation. J'ai des slides sur le sujet. On n'a pas de bloc froid extérieur. Ce qui facilite la pose en milieu urbain. Alors on a quand même une double grille extérieure, donc vous aurez nécessairement besoin de demander aux ABF ou à votre copropriété, mais c'est plus simple d'installer deux grilles qu'un bloc froid extérieur, qui plus est, qui ne rejette pas de chaleur extérieure dans notre cas. Et on est 100% fabriqué en France. On a un site de production là qu'on vient d'inaugurer, une première usine dans la région de Grenoble. Donc on est fabricant du cœur technologique qui nous permet cette proposition de valeur. Et on fait assembler le produit. Alors on ne l'assemble pas nous-mêmes, mais on le fait assembler en Auvergne-Rhône-Alpes. La technologie, bon, je vais être très généraliste, je pourrais avec plaisir pour vous accueillir sur notre stand et pour en discuter de manière plus étroite, mais on fait ce qu'on appelle de l'adiabatique indirect à point de rosée. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'adiabatique. L'adiabatique, c'est la serviette mouillée sur un ventilateur, c'est votre propre corps quand vous avez chaud, la transpiration change d'état, votre peau refroidit, ça c'est vieux comme le monde. Le frigo du désert, la tour iranienne, ça marche bien. Mais ça a deux désavantages. Le premier, c'est que vous augmentez l'humidité de la pièce dans laquelle vous travaillez. Si on est plusieurs à transpirer dans la même pièce, c'est relativement désagréable. L'humidité augmente. Et le second, c'est que la capacité de rafraîchissement d'un système adiabatique est relativement faible. Vous ne gelez pas parce que vous transpirez. Il y a des limites à ça. On parle de la température humide. Notre force à nous, en tout cas la force de l'adiabatique indirect à point de rosée, c'est d'être en capacité d'aller beaucoup plus bas en température, jusqu'au point de rosée, comme son nom l'indique, sans augmenter l'humidité. On n'ajoute jamais une molécule d'eau dans la pièce dans laquelle on travaille. Donc on fait du froid plus froid que l'adiabatique sans augmenter l'humidité. C'est toute la subtilité. L'explication technique, elle est un poil plus complexe, comment on fait ça, mais concrètement, nous sommes fabricants de ce qu'on appelle un évapo-échangeur. Donc c'est un échangeur de chaleur et de masse qui est combiné en un seul device. Et en fait, c'est un millefeuille. C'est un millefeuille qui est fait de polymère et de cellulose. Le polymère, c'est du PETG, donc c'est la bouteille de recyclé, et la cellulose, c'est du papier, avec des conditions de tissage et de fabrication qui sont très particulières évidemment. Mais en fait, on remplace un condenseur, un détendeur et des fluides frigo par du papier et du polymère recyclé.
Donc il y a évidemment pas mal de brevets là-dessus et de compétences sur la fabrication. Pour rentrer directement dans le comment ça marche, en fait, ce que je peux vous présenter, c'est un cas d'étude qu'on connaît bien. On bosse avec ce client depuis 2021 à Valence, dans la Drôme. Il fait très très chaud là-bas. C'est le début de la vallée du Rhône. Et le bâtiment que vous voyez là, en fait, c'est un bâtiment de la vraie vie. En fait, il y a eu de l'isolation intérieure, il y a eu de l'isolation extérieure, il y a des menuiseries qui sont en bon état, d'autres qui ne le sont pas. C'est un mauvais bâtiment malgré des efforts en fait, du maître d'ouvrage pour l'améliorer. Ça c'est un système, c'est un prototype en 2022 que vous voyez là, donc ils sont un petit peu encore pâteaux, mais c'est des photos qui sont, en tout cas c'est dans le bureau du directeur général. Et ce que vous voyez là en fait c'est des courbes qui présentent principalement la température en 2021 et en 2022. En 2021 c'est en bas à droite, en 2022 en haut à gauche. Ce que vous voyez là, si vous voulez, on peut commencer par le diagramme de 2021. Ce que vous voyez en gris en fait sur les deux diagrammes, ce sont la température extérieure. En 2021, vous voyez qu'il ne fait pas très chaud. Rappelez-vous, 2021, c'est un été assez pourri. Sauf une semaine en août, il fait chaud, mais il fait vraiment plus de 30 degrés en fait cet été-là. Et malgré ça, en bleu, vous voyez la température dans le bureau du directeur général qui dépasse régulièrement 30, malgré le fait qu'il ne fait pas très chaud dehors. Le bâtiment en mauvais état, classique, symptomatique. En 2020, donc là à l'époque on met rien du tout, hein, c'était juste de la mesure, on faisait pas mal de STD, donc on avait besoin de mesures pour faire de la STD un peu qualitative, donc on équipe le bâtiment. En 2022 pour le coup là on met un système en fait, on met le prototype que vous avez vu sur la photo, et ce que vous voyez c'est qu'en fait il fait beaucoup plus chaud, la température en gris évolue régulièrement entre 30 et 36 degrés en fait sur une bonne partie du mois de juillet. Si je ne me trompe pas, c'est août, parce qu'on n'a pas les températures de juillet. Et ça, en fait, ce que vous voyez, c'est que malgré cette température extérieure qui est beaucoup plus importante, en fait, on a des températures intérieures qui sont bonnes, en fait, qui respectent 100% du DH de la RE2020. Le seul moment où on ne le respecte pas, c'est quand en fait, on n'a pas la température extérieure, tout simplement parce que le système a été débranché. La personne qui faisait le ménage avait débranché le système, c'est pour ça qu'on a un pic avec des manquements de température. Mais en fait, quand on rebascule ça en fait, dans l'indicateur DH, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en 2022, on respecte 100% du DH pour 33 watts électriques consommés. Donc on respecte le DH dans un bâtiment en mauvais état, dans le sud de la France, pour le coût énergétique quasiment d'une box internet. Voilà ce que l'on fait. Après, j'ai 2 slides qui présentent un peu plus en détail finalement de la température de soufflage et du COP. Ça c'est pareil, avec plaisir pour vous les envoyer ces slides, hein, si vous le souhaitez, ils sont disponibles et publics. Ça c'est de la mesure, c'est pas du post-traitement, donc c'est vraiment des choses qu'on a mesurées qui sont brutes, hein, il n'y a aucun retraitement. Ce que vous voyez c'est qu'en moyenne en fait on souffle de l'air à 16 degrés dans ce bâtiment là. Après on reste un système semi-passif qui dépend des conditions extérieures. Donc en fait la différence par rapport à la climatisation, c'est qu'on a un set point, enfin on peut aller chercher un set point, mais la température de soufflage n'est pas toujours la même et on contrebalance ce point-là avec plus ou moins de débit. C'est la subtilité de la diabatique, c'est que finalement vous êtes sujet à la quantité d'air qu'il y a dans l'eau, donc l'hygrométrie qu'il y a dans l'air extérieur, mais ça se contrebalance, notamment parce qu'on a une plage de points de fonctionnement qui est plus important, beaucoup plus bas en température, et on le contrebalance avec du débit. Mais en moyenne on souffle à 16 degrés. Et ce qui est intéressant, encore plus intéressant que la température, c'est le COP en fait. Ça c'est pareil, c'est de la mesure et non du calcul. En fait, en moyenne, quand on fait de la moyenne de COP instantanée, en fait, on a un COP sur l'été de 16. C'est pas un point de fonctionnement sur lequel on n'est pas mauvais, c'est qu'en moyenne, sur tout l'été, on a un COP de 16. Il y a des moments où on est très très bon, on a des COP qui sont supérieurs à 30, rarement. Il y a des moments où on est très très mauvais, on a des COP à 8, ce qui est quand même excellent par rapport à une climatisation. Donc notre proposition de valeur, elle est là en fait, c'est faire du froid à pas cher en énergie. On est en capacité d'amener, on démontre que nos systèmes en fait, ils ont la première valeur qu'on a, c'est vraiment faire du froid à pas cher. Ce dernier slide, après je m'arrête, c'est plus, ça peut être sujet à question. Là c'est plus de la mesure, c'est de la STD, donc c'est la simulation. On a un bureau d'études interne avec des doctorants et des docteurs qui ont fait des thèses sur le sujet, donc on est quand même assez solide en modélisation, mais on est toujours ouvert à la critique. Ce qu'on montre, c'est ce qui se serait passé sans système, en fait. Sachant que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans le cas précédent, en fait,
Ici, le système était à travailler uniquement en mode éco, donc à charge minimale. L'enjeu, c'était un fonctionnement permanent, H24, par contre avec un niveau de puissance le plus faible sur l'appareil. Et là, hop, là l'idée, ça présente en fait un point de fonctionnement, enfin 2 points de fonctionnement différents. Un point de fonctionnement avec un mode avec une régulation, ce qu'on appelle en mode smart, donc c'est une régulation assez classique, et un autre qui est celui d'une régulation, enfin pas de régulation, mais avec à pleine puissance en permanence. Grosso modo, ce que dit ce slide, c'est que si vous voulez du 18 degrés chez vous, en fait, on ne sera pas la bonne solution. Enfin, pour être tout à fait honnête, notre métier à nous, c'est de respecter du confort thermique, enfin du DH, du RE2020, ça on y arrive très bon, on est clairement les meilleurs actuellement pour faire ça. Par contre, faire du froid de process ou du froid industriel, on ne sera pas les bons acteurs. Notre métier, c'est vraiment de permettre l'adaptation du bâtiment au changement climatique dans des mesures qui sont raisonnables. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Mais on évolue en fait dans une plage qui est celle de 20-26, ça on sait faire. Travailler sous 20, en fait, on ne sera pas les bons acteurs. Par contre, assurer cette vivabilité des bâtiments en été, c'est ça qu'on fait. Voilà. Et je m'arrête là. Je vous remercie. Bonjour, juste une question sur les typologies de surface dans le tertiaire, les capacités de refroidissement en termes de par rapport à la surface. Dans ce cas-là, le bureau fait 23 mètres carrés avec une charge qui est plutôt mauvaise parce qu'on a des baies vitrées plein ouest, sans brise-soleil. La réponse rapide pour répondre à votre question, c'est on évolue dans les pièces qui font 20 à 30 mètres carrés. C'est la zone de confort de KL1, de notre premier produit. On a des bâtiments où on fait, typiquement là, cette année, j'équipe 100 systèmes dans tout le bâtiment. Donc c'est un ensemble de petits bureaux. On met 100 systèmes dans tout ce bâtiment-là. On a aussi des projets avec des open space avec plusieurs centaines de mètres carrés. On peut mettre plusieurs machines. C'est l'équivalent finalement, c'est une vue de l'esprit, c'est l'équivalent d'un split. On peut en mettre un système, on peut en mettre plusieurs. Ce système-là, dans des conditions climatiques H3, c'est 20 mètres carrés, 20-25 mètres carrés. Voilà. Bonjour. Je voulais savoir comment vous prenez en compte en fait les perforations en hiver pour assurer une isolation. Alors, j'ai pas le slide sur le sujet, mais en fait, on a fait 2 rounds de thermographie cet hiver. Les nôtres et celles d'un commissionneur, d'un bureau d'études qui était justement mandaté sur le projet. Et je pourrais vous l'envoyer, enfin c'est des données publiques là aussi. En fait, ce qu'on montre, c'est que en fait, on installe des clapets en hiver. Enfin, on installe des clapets sur la machine et qu'on n'a pas on ne voit pas de perte thermique. Concrètement, qualitativement, il y en a une, puisqu'on fait un double carottage sur une façade qu'on isole en confo pipe, donc on isole quand même le trou qu'on fait. Par contre, qualitativement, on ne les voit pas. Quantitativement, on n'arrive pas à les mesurer, on ne les voit pas sur de la thermographie. Et quantitativement, on n'a pas fait les calculs, mais c'est assez faible finalement. L'air est bloqué, on ne peut pas passer en hiver. Et le calcul ce qu'on voit en tout cas, c'est que l'entrée d'air hygiénique au-dessus des fenêtres n'a rien à voir en termes d'apport d'air froid. Donc concrètement, on ne le voit pas et on se pose la question de le faire calculer. Oui, bonjour. Au niveau du budget, on est sur quoi? Bonne question. Alors, nous, on est fabricant, donc on n'a pas le droit et on ne maîtrise pas le tarif de vente. C'est une réalité. En utilisation de tertiaire, ce qu'on voit, c'est qu'on a des projets qui sortent entre 3 000 et 4 000 euros fournis, posés, mis en service en tertiaire. En résidentiel, on n'a pas les mêmes circuits de distribution ni les mêmes marges d'intermédiation. Donc, c'est pas toujours le même budget. Mais en tertiaire, c'est l'ordre de grandeur. 3 000, 4 000 euros hors taxes, fournis, posés. Bonjour, au niveau des sorties extérieures, doit-on forcément être le long d'un mur ou est-ce qu'on peut gainer les sorties?
On a tendance à dire on n'aime pas trop parce que on le fait dans certains cas. Ça implique en fait une certaine précision à l'installation qui est pas toujours qu'on rencontre pas toujours dans le bâtiment. Donc on le fait, mais on préfère l'éviter. Sur ce premier produit, on a tendance à dire non, ne gainez pas. En tout cas, si vous le faites, respectez certaines indications qui sont très claires. Et par contre, on développe de nouveaux produits dont je ne parle pas là, mais qui, eux, ont vocation à être gainés, plus gros, parfois plus petits, de manière centralisée ou décentralisée. Donc vraiment, Kaili One, c'est un démarrage pour nous. L'idée, c'est de montrer que la techno fonctionne bien et qu'on trouve un marché intéressant. Mais effectivement, dans le tertiaire, on est plutôt sur des systèmes un peu plus gros qui vont venir soit directement se greffer sur un circuit de ventilation, soit être complètement indépendants et qui peuvent faire du froid. Par contre, qui peuvent être gainés. On s'arrête ici, mais avec plaisir. On est juste là à 10 mètres, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a beaucoup plus d'informations techniques à diffuser si vous le souhaitez. On peut nourrir. Bonjour. En tout cas. Une dernière question, s'il vous plaît. Question. Et pour les calculs réglementaires de la ROV20, j'aimerais savoir en fait, comment c'est pris en compte et le système, la modélisation et tout. Malheureusement, en fait, comme tout système qui n'existe pas ou innovant, en fait, on n'est pas nativement dans les RE 2020. On est en pleine procédure titre 5 là, pour justement faire attester nos calculs, enfin attester des calculs qui ne sont pas les nôtres, qui sont sur ma bureau d'études. Aujourd'hui, vous ne nous trouvez pas dans le moteur de calcul. Vous pouvez le faire avec des manières détournées en fait, chercher des points de fonctionnement très particuliers sur de l'adiabatique indirecte, des efficacités de well bulb supérieures à 100%. Mais aujourd'hui, tel quel, en fait, KLI n'existe pas dans l'argumentation.